Donc bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à installer Ubuntu. Donc, Ubuntu, qu'est-ce que c'est qu'Ubuntu? Ubuntu c'est un système d'exploitation issu du monde libre Linux. Libre, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le modifier, de le prêter, enfin de le donner même, pardon, de le distribuer, et la gratuité. Donc pendant les étapes d'installation, je vais vous parler un petit peu de Linux, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Alors, donc ici, alors pour pouvoir installer Ubuntu, il vaut mieux, lorsqu'on est novice, se faire accompagner. Donc sur Bordeaux, nous avons une association qui s'appelle La Bulle, Association bordelaise des utilisateurs des logiciels libres. Vous tapez La Bulle dans Google, vous allez aller sur leur site, vous avez tout un tas de manifestations qu'on appelle des install parties, dans lesquelles vous serez accompagné et même formé à l'utilisation de Ubuntu. Sinon, vous suivez cette vidéo et puis vous allez apprendre à installer Ubuntu. Alors, pour pouvoir l'installer, il faut le télécharger sur le site vous tapez Ubuntu, vous récupérez la version 14, alors la dernière version c'est la 14.10, celle que nous allons installer c'est la 14.04, puisque c'est ce qu'on appelle une version LTS qui va être suivie, il est mis à jour pendant plus de 5 ans, pendant 5 ans. Vous le téléchargez, vous le gravez sur un CD et ensuite vous bootez sur le CD et vous vous retrouverez devant le menu, devant l'écran que vous avez devant les yeux. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la langue française. Alors essayer Ubuntu, c'est pas mal parce que ça vous permet de vérifier que votre ordinateur est bien compatible avec Ubuntu, puisque bon, c'est très rare d'avoir des ordinateurs qui ont des problèmes de compatibilité, mais ça peut arriver. Vous pouvez l'essayer et puis sinon vous cliquez sur installer Ubuntu et là on va rentrer dans le processus d'installation. Alors il vous dit qu'il a besoin de 6 Go d'espace disque dur, il a besoin d'être connecté à internet, c'est mieux pour pouvoir mettre à jour les logiciels. Donc on ne va pas faire les mises à jour, on ne va pas télécharger les mises à jour pendant l'installation. Et par contre ça c'est intéressant parce que ici il vous demande de valider la prise en charge du MP3. Donc il y a quelques, on verra après l'installation, il y a 2-3 petites manipulations à faire pour vraiment rendre Ubuntu complètement opérationnel et proche de ce qu'on retrouve devant un ordinateur Windows en termes d'accès à des vidéos en ligne, au site de streaming, etc. Voilà, donc il y a des petites choses à rajouter dans le système. Donc on fait continuer. Donc pendant qu'il y a les temps de chargement, on va discuter un petit peu de Linux. Alors Linux, qu'est-ce que c'est? Linux, c'est un projet issu de deux personnes qui s'appellent Linus Torvald et Monsieur Stallman, qui sont les deux créateurs de Linux. Enfin, un qui est on va dire, qui est l'équivalent de la personne qui a créé le châssis d'une voiture, et l'autre qui aurait créé le moteur. Donc le moteur pour Monsieur Linus Torvald et le châssis pour Monsieur Stallman, qui voulait développer de l'informatique libre et gratuite et accessible à tous. Donc je vous laisse aller sur Wikipédia et vous retraceront l'histoire de ces personnages, d'où vient ces systèmes. Et à partir de la mise à disposition du travail de ces deux messieurs, le monde entier s'est mis, enfin les développeurs du monde entier ont pu, mettre à contribution leurs compétences pour pouvoir arriver aujourd'hui à avoir des centaines de distributions Linux qui sont accessibles à tous. Donc on en revient à notre installation. Donc là sur mon ordinateur il y avait déjà une vieille version d'Ubuntu, la 13.10. Donc je ne vais rien toucher, je vais mettre autre chose. Donc vous aurez, si vous partez à blanc, vous aurez vous aurez ici un menu qui vous permettra de choisir une première installation. Vous mettez continuer. Et donc là il m'affiche les partitions de mon ordinateur. Donc les partitions, c'est-à-dire les points de montage de mon disque. Donc je vais tout supprimer, on va repartir de zéro. Comme ça vous aurez hop, hop. Voilà, on est devant un disque dur de 20 Go. Alors, si vous voulez faire cohabiter Linux avec Ubuntu et Windows, si vous avez Windows, vous avez à l'étape précédente, vous aurez une option qui vous permette, dans laquelle nous avons détecté Windows, voulez-vous installer les deux systèmes côte à côte? Et là, vous allez plutôt vous sélectionner cette option-là. Moi, c'est une option où mon disque dur est vierge et j'installe mon Linux à partir d'un disque vierge. Donc, je mets nouvelle table de partition, voilà. Donc là, il va créer une nouvelle table de partition. Je vais dans l'espace libre et je vais créer donc 3 partitions. Une partition pour le système Ubuntu, une partition pour mes données et une partition swap. Alors une partition, pourquoi on va séparer les données du système? Pourquoi? Parce que ça me permettra, si je veux réinstaller mon système, d'avoir mes données qui sont protégées dans une partition à part. Donc si demain mon Linux plante, ce qui est très rare, ce que j'ai jamais vu, mais bon, en plus de 20 ans, mais ça peut,
on va dire, rien n'est impossible, mes données seront protégées, notamment pour une mise à jour ou pour une réinstallation du système. S'il y a des problèmes, bon, bah, si les données sont séparées, c'est quand même mieux. Alors, première partition, donc on va la faire de 15 Go ou 12 Go, allez, 12, ouais, 13 Go, 13 Go, dans laquelle ça va être une partition primaire en début d'espace. Le système ext4 on ne touche pas, et slash, ça veut dire c'est mon système qui va être monté. Donc je vais avoir un système qui va être dans 13 Go. Voilà. Dans espace libre, maintenant je vais créer la partition de mes données. Alors ma partition données, donc on touche rien, on la laisse en logique. Par contre celle-là, et on la met en slash home. Home, ça veut dire maison, c'est la partition qui va contenir toutes mes données. Et là on va lui mettre 7 Go. Donc 6 Go, 80, enfin et des poussières. Voilà. Et le dernier giga, enfin les deux derniers gigas, on va créer une partition swap. Pardon, c'est ici. Swap. Alors, qu'est-ce que ça veut dire swap? Swap, c'est lorsque vous n'avez plus de place dans la RAM. C'est-à-dire, vous savez, pour ceux qui, enfin, j'imagine que vous connaissez un petit peu l'informatique, et donc tout ce qu'on voit à l'écran devant un ordinateur, c'est physiquement c'est présent dans la RAM. C'est-à-dire que si vous lancez 3-4 logiciels, c'est parce que vous avez la place sur la RAM. Lorsque vous n'avez plus de place dans la RAM, c'est le disque dur qui est utilisé comme de la RAM. C'est ce qu'on appelle le swap. Et du coup, ben, cet espace, il faut le réserver parce que c'est pas non plus n'importe quel espace du disque dur pour pouvoir faire ce qu'on appelle du swap. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper cette problématique et de créer une partition swap sur son ordinateur. Donc on fait OK. Sous Windows, elle est créée automatiquement aussi. Donc on a bien nos trois partitions. Première partition système de 13 Go, une deuxième partition home qui va accueillir mes données et une swap qui est la partition qui va me permettre d'utiliser mon disque dur comme de la RAM si j'ai des problèmes de RAM. Donc là, il me semble que je ne sais plus combien j'ai de RAM dans mon ordinateur, je crois que j'en ai 2 Go, ce qui devrait largement suffire. Donc là, il me demande de choisir le fuseau horaire, bon, rien de très compliqué, la langue de mon clavier, français, mon nom, donc là on va l'appeler Media Lab. Et par contre, on est obligé de mettre un mot de passe, contrairement à Windows, où on peut ne pas mettre de mot de passe. Donc on va, voilà, je mets mon mot de passe et je lui dis d'ouvrir ma session automatiquement. C'est-à-dire que je n'aurai pas à saisir mon mot de passe au démarrage de mon ordinateur, ça va lancer directement mon ordinateur. Mais c'est pas grave puisque toutes les opérations sensibles de l'ordinateur devront être soumises à la saisie du mot de passe. Ok, on va continuer et c'est parti, l'installation va se dérouler. Donc c'est là où on va parler un petit peu plus de Linux. Alors qu'est-ce que c'est Linux? On l'a dit rapidement tout à l'heure, donc c'est la liberté de pouvoir télécharger gratuitement et de diffuser autant qu'on le veut le système. Si vous en avez marre de payer des logiciels chers, bah rassurez-vous, sous Linux tout est libre et tout est gratuit. Alors gratuit, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas participer par un système de don au développement d'un logiciel, mais en tout cas, ce n'est pas une condition bloquante pour obtenir un logiciel. La stabilité, alors pourquoi on dit que c'est beaucoup plus stable? Parce que c'est un système qui est sécurisé par défaut, dont le noyau, c'est-à-dire le cœur du système n'est pas est très protégé de tout ce qu'on fait. Pour vous donner un exemple, Windows c'est une énorme fonction qui s'exécute à chaque fois qu'on fait une fonction, on lance une opération dans Windows, alors que sous Linux c'est vraiment, on a un noyau qui gère les organes vitaux du système d'exploitation, la gestion du matériel, les entrées-sorties, etc. Et l'exécution des logiciels, c'est ce qu'on appelle des processus qui sont exécutés à côté de ce noyau. C'est pour ça que c'est très rare de faire planter un système Linux. C'est pour ça qu'on parle de stabilité. Il n'est pas sensible au virus, il n'est pas sensible à la défragmentation, c'est-à-dire que tout est fragmenté par défaut. Pour ceux qui ont fait mon cours contrôle technique de l'ordinateur, ils comprendront de quoi je parle. Il n'y a pas besoin de deflagler ou de défragmenter. Donc les plantages, c'est rarissime. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un système stable. Et c'est pas une légende, c'est vrai, quoi. C'est très rare de planter un système Linux. Ça peut arriver, mais en tout cas, ce qui est très rare, voire même que j'ai jamais vu, c'est un système qui ne redémarre pas. On peut avoir un plantage d'un logiciel, ça arrive. Un plantage système, c'est très rare. Mais un système qui ne redémarre pas, qui est complètement HS sous Linux, c'est pas possible, quoi. Je dis ça et c'est là que ça va arriver, mais en tout cas, à ma connaissance, et j'ai un petit peu d'expérience sous Linux, j'ai jamais pu constater ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un système libre, gratuit et stable, sécurisé. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une opération sensible dans l'ordinateur, bah, vous allez devoir saisir le mot de passe. C'est-à-dire que même si
on utilise votre ordinateur, puisque vous avez vu tout à l'heure j'ai mis connexion automatique, j'aurais pu ne pas le mettre et là à la connexion de l'ordinateur il fallait saisir un mot de passe. Pour des raisons de commodité, je ne l'ai pas fait. Mais même si quelqu'un vient utiliser dans votre dos votre ordinateur, dès qu'il va vouloir faire une opération sensible, désinstaller un logiciel, formater, enfin bref, vouloir faire des choses qui peuvent venir au fonctionnement de l'ordinateur, clac, vous aurez un message qui demandera le mot de passe. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système qui est sécurisé par défaut. Parce que c'est aussi sympa de voir que on peut aussi faire de l'informatique de qualité sans rentrer dans ces systèmes marchands où on paye un système d'exploitation. Euh, c'est pour ça que c'est un petit côté un petit peu militant hein, d'utiliser le libre. Le libre, c'est quand même, le logiciel libre, c'est aussi le pied de nez à toutes les personnes qui pensent que pour le développement humain, ça passe forcément par le capitalisme. Là, on a un système qui est basé sur le volontariat, la bonne volonté, le militantisme et les notions humaines comme le partage. Et puis on arrive à des systèmes qui sont aussi bien que des systèmes payants. Donc voilà, c'est aussi un petit côté militant. Alors maintenant, le petit revers de médaille, quels sont les problèmes de Linux? Alors, le problème, c'est que vous imaginez bien qu'un système qui est stable, c'est bien gentil, mais à un moment donné, un système, il faut que ça communique. Il faut que ça communique avec du matériel, des imprimantes, des claviers, des souris, des écrans, et surtout avec des logiciels. Parce qu'en général, c'est pas un système qu'on utilise. Le système, c'est la couche sur laquelle on va se poser pour pouvoir utiliser nos logiciels. Et les éditeurs des logiciels ne jouent pas le jeu et ne rendent pas compatible Linux avec leur logiciel. Bon, bien sûr, vous imaginez bien que la suite bureautique de Microsoft qui s'appelle Word, enfin la suite Office, vous imaginez bien qu'elle n'est pas compatible avec Linux. Hein. Microsoft ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Alors, en même temps, c'est un problème ça. Je pense à Photoshop par exemple, ou au gros logiciel de l'édition. Mais c'est pas grave parce que sous Linux, en plus d'avoir un système libre, on a tout un tas de logiciels libres qui sont les équivalents de tous ces mastodons du monde propriétaire. Je pense à Microsoft Office qui a un équivalent, là vous l'avez sous les yeux, LibreOffice qui est aujourd'hui utilisé dans des administrations comme les mairies. Il y a énormément d'administrations qui utilisent LibreOffice. Donc vous imaginez bien que c'est plus un logiciel qui a besoin de faire ses preuves. Il a tous les prix possibles et inimaginables pour faire de la bureautique. LibreOffice est meilleur que Word. Là, je suis catégorique. Aujourd'hui, vous avez plein de problèmes sous Microsoft Office de compatibilité de format, même de stabilité tout court. LibreOffice permet de sortir de n'importe quel format, d'importer n'importe quel format. Donc pour les gens qui veulent faire de la bureautique, vous mettez un système Ubuntu et LibreOffice et il n'y a plus de problème. Vous ouvrez tout, même si les gens bossent sur Microsoft Word, vous pourrez ouvrir vos documents. Les gens qui font de la retouche photo à partir de Photoshop par exemple, vous avez un outil qui s'appelle GIMP qui fait tout ce que fait Photoshop. GIMP sait le faire d'une autre façon. Bien sûr, si quelqu'un me dit moi j'ai 10 ans d'expérience sous Photoshop, je vais peut-être avoir du mal à le convaincre d'aller sous GIMP. Mais en tout cas, d'y jeter un coup d'œil, ça vaudrait le coup. GIMP est un super éditeur, un logiciel magnifique pour faire de la retouche photo professionnelle, complètement libre et gratuit. La nuance pour GIMP, c'est lorsqu'on va vouloir aller imprimer sur des imprimantes. J'ai déjà eu le cas. Voilà, quand on va vouloir aller maintenant vers du matériel, c'est-à-dire je pense à des gens qui faisaient des affiches sous GIMP, ils ont eu des problèmes au niveau de l'impression parce que l'imprimante ne reconnaissait pas certaines polices, etc. C'est pas très grave parce qu'on peut, même si on ne bascule pas complètement dans un système libre, on peut utiliser des logiciels libres. Donc par exemple, on peut très bien imaginer utiliser Windows, mais utiliser GIMP ou LibreOffice parce qu'ils sont pas les développeurs du libre sont des gens très gentils, c'est-à-dire qu'en plus de rendre leur logiciel forcément compatible sur les systèmes Linux, ils sont aussi compatibles sur les systèmes Windows. Donc la majorité des logiciels, c'est très rare qu'un logiciel n'ait pas un équivalent sous Windows, un exécutable Windows du logiciel. Je crois que j'ai juste vu OpenShot Video, qui est un logiciel de retouche vidéo, de montage vidéo, qui n'avait pas d'exé, qui n'est pas exécutable sur une plateforme Windows, mais la plupart des logiciels du monde libre ont un équivalent pour pouvoir s'exécuter sous Windows. Donc c'est vraiment une autre façon de faire de l'informatique sans dégrader ses exigences de fonctionnement. Alors on peut toujours imaginer une utilisation en binôme, c'est-à-dire que le mieux c'est d'avoir et Windows et Linux. Comme ça, quand vous êtes bloqué par rapport à un problème sous Linux, vous basculez sous Windows. Et puis quand vous êtes, et puis quand tout se passe bien, vous restez sous Linux. Donc c'est vraiment
Puis c'est un peu comme quand on découvre la voiture électrique, quoi. On roule, mais voilà, c'est autre chose d'être dans une voiture électrique que dans une voiture essence, dans un système libre. C'est un petit rapport, c'est particulier, quoi. Voilà, faut vraiment, quand on démarre un système Linux, vraiment, il y a un sentiment de faire de l'informatique autrement avec Windows. Et comme je le disais tout à l'heure, on a maintenant le monde professionnel qui s'en empare, donc on va dire la réputation n'est plus à faire. Deux, trois petits mots sur Ubuntu. Ubuntu, c'est un système d'exploitation, donc Linux, c'est le noyau, hein, et la base sur laquelle les distributions vont se développer, hein, le travail de M. Stallman et de Linus Torvald. Le Ubuntu est une variante, est une distribution Linux sud-africaine par un milliardaire qui s'appelle Mark Shuttleworth, hein, qui a développé le système Ubuntu, qui veut dire faisons ensemble ce que nous faisons chacun de notre côté. Hein. Grosso modo, vous vérifierez sur Wikipédia, il y a l'historique de Ubuntu qui est très bien expliqué. Mais Ubuntu, c'est vraiment la distribution phare dans le monde de Linux, même s'il y a Mint, même s'il y a Mandriva, enfin, il y en a plein d'autres, mais celle-là, c'est vraiment celle qui a donné ses lettres de noblesse au système, parce que déjà, il y a une fréquence de mise à jour qui est pratiquement 2 fois par an. On a deux versions, on en a une le 0 tous les mois d'avril et une autre tous les mois d'octobre de chaque année. Bon, ça c'est bien, et en même temps, des fois, on a du mal à suivre, mais c'est vraiment le système avec une compatibilité énorme. Enfin, je veux dire, pratiquement, c'est très très rare de voir un ordinateur qui a des problèmes de compatibilité. Alors, vous n'aurez peut-être pas les derniers drivers de vos cartes graphiques ou de vos ou je ne sais quel autre périphérique, mais vous aurez voilà, l'assurance d'avoir un fonctionnement à partir d'Ubuntu de votre matériel informatique. Donc là, on arrive à la fin de l'installation. On est vraiment très proche de la finalisation. Donc ce cours, il n'a pas pour but d'utiliser Ubuntu, il avait simplement pour but de vous l'installer et de vous le présenter. Donc je rappelle que c'est un système libre et gratuit, qu'il est très stable, qu'il est sécurisé par défaut, qu'il a une compatibilité assez intéressante au niveau du matériel et des logiciels, qu'il n'y a pas de publicité, et que Ubuntu est vraiment la version, la distribution de Linux qui a vraiment donné ses lettres de noblesse au monde du libre. Alors, installation terminée, redémarrer. Donc là, on va redémarrer l'ordinateur et puis on va pouvoir constater que tout s'est bien passé, que le système fonctionne et que vous allez pouvoir utiliser un système libre. Alors je disais tout à l'heure, je vous conseille de l'installer en binôme avec Windows. Donc quand vous insérez votre CD, votre live CD que vous avez téléchargé, que vous avez gravé, vous pouvez comment dire, avoir au démarrage le choix entre Windows et Linux. Donc moi c'est pas le cas, puisque moi c'est vraiment une installation comment dire, complète de Linux, mais sur un disque dur où il n'y a que Linux, mais vous pouvez très bien avoir une installation dans laquelle vous allez faire cohabiter à la fois Linux et à la fois Windows. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir les deux et du coup basculer petit à petit et pas de façon brutale dans le monde du libre. Parce que ça peut, souvent les gens qui veulent aller trop vite sont les personnes qui en général reviennent en arrière et n'utilisent plus Linux pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire que on peut être bloqué, ça peut arriver, voilà, d'avoir, je sais pas moi, un problème d'impression, on peut avoir un problème au niveau de sa carte graphique et du coup c'est vrai que c'est dommage d'à cause de ça de laisser. Donc voilà, ça y est, le système est opérationnel. Donc là vous avez vous voyez, un bureau. Alors je rentre pas dans les détails puisque c'est la vidéo d'après, mais voilà, c'est pour vous montrer. Voilà, on a installé Linux, ça y est, il fonctionne. Il est mis sur notre ordinateur, l'équivalent de notre bouton démarrer, notre explorateur, le fichier, voilà, on a Firefox, voilà, donc voilà pour le cours pour installer Linux sur son ordinateur. On éteint. Merci.